Bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode de Puis après. Je suis aujourd'hui en compagnie d'une femme qui a tout un vécu. On a un Puis après qui risque d'être vraiment touchant. C'est Puis après les deuils. Puis après les deuils, parce qu'on en a plusieurs deuils à faire dans une vie. Elle est animatrice, journaliste, auteure. Son dernier livre, c'est Funeste récolte. Elle a un cheminement à partager aussi. Je suis en compagnie de Jocelyne Cazin. Bonjour Eliane. Bonjour. Quelle belle présentation. Merci. Et on a Charlie aussi qui est avec nous. Oui, Charlie qui est derrière nous, qui a 6 ans, qui est un caniche nain. En anglais, on appelle ça un teacup poodle. OK. Vous avez le teacup poodle, ensuite vous avez le toy, le miniature et le royal. Puis lui, c'est le... Plus petit, c'est le teacup. Le teacup. Il pèse 4 livres. 4 livres, il est tellement cute. Oui, ça n'a aucun sens. Oui, Charlie, puis il est habitué à la télévision, la radio. OK. Tu l'amènes partout, dans Oui, je l'amène presque partout. C'est un chien de zoothérapie ou... Si on veut, oui. Ouais. J'ai même un papier de médecin, alors. Pour vrai? Oui. Ah, OK. Pour quel genre de... Pour mes émotions. OK. En fait, c'est que moi, je cherchais un deux pattes. Je cherchais un 2 pattes. Un chien 2 pattes? Non, un homme. Je cherchais un être humain 2 pattes. Je cherchais un être humain 2 pattes. Qu'est-ce qui est arrivé? Allô, Eliane? Êtes-vous... La Terre, c'est ça? La Terre appelle... Et j'ai pas trouvé de 2 pattes encore. Alors, je me suis acheté un 4 pattes en 2019. C'est vraiment bon. Un 2 pattes, j'adore. 2 pattes, ouais, c'est ça. Fait que là, dans le fond, t'es célibataire, c'est ce que t'es en train de Exact. me dire. Célibataire et disponible. Et disponible et... OK, bon, mais c'est bon à savoir. Mais oui. Jocelyne, vous intéresser. Je t'adore. On s'est rencontrés il y a quelques mois dans le cadre du Salon du livre de l'Abitibi. Oui. On était dans l'avion ensemble, on a eu une belle connexion. Puis, tu m'as évidemment partagé, parce que tu as commencé à en parler publiquement, que tu as arrêté de consommer depuis... Ça va faire 2 ans le 23 octobre. Non, je recommence. Ça va faire 2 ans le 22 septembre. OK, fait que c'est vraiment bientôt. Ça fait presque 2 ans que je suis sobre d'alcool. Wow! Je suis sobre de plein d'autres choses. Ouais. Comme quoi, mettons? La cigarette. La cigarette, OK. Oui. Moi, j'ai été une grosse fumeuse. Aujourd'hui, je suis juste grosse. C'est plus un sac à blagues. T'es excellente. T'as fait une sortie dernièrement dans différents... en fait, t'es partout. On te voit partout. Oui, je suis pas has-been encore, c'est le fun, hein? T'es pas has-been. En fait, t'es comme revenu, t'es sorti, j'allais dire, des boulamites. Non, même pas. T'es même pas jamais parti. Jamais parti, moi, depuis 2008 que j'ai quitté TVA. OK. Et j'ai toujours eu des projets. Il s'est toujours passé quelque chose. Toujours été en écriture. Soit en écriture ou animation de congrès, des conférences. OK. J'ai fait des chroniques à 98,5 avec Geneviève Peterson. Ouais. J'ai fait des chroniques aussi à Denis Lévesque, à LCN. OK, j'ai manqué un bout. J'ai vraiment... je n'ai jamais arrêté. Et puis là, dernièrement, je me suis levée un matin, il y a une couple de mois, et j'avais le goût de jouer. OK. Alors, jouer la comédie, là, tu sais, être actrice. Et j'ai appelé une agence d'artistes et elle était super contente, Caroline Johnson qu'elle s'appelle. Okay. Et puis elle m'a dit oui. Elle m'a fait remplir le formulaire et puis la photo et tout. Et puis une semaine plus tard, elle m'a trouvé un rôle dans Indéfendable. Mais oui. T'es rendu compte? Oui, Alors, je vais jouer dans Indéfendable. Je vais jouer une femme Alzheimer qui est dans une résidence pour aînés, qui est maltraitée par l'infirmier qui la traite. Alors, c'est très d'actualité en plus, mais c'est complètement à l'inverse de ma personne et de ma personnalité. Et là, moi, je suis pas une victime dans la vie, hein. Je suis plutôt une battante. Ouais. Alors, c'est vraiment un beau rôle, mais c'est un petit rôle. Écoute, je parle pas, je gémis. Non, je souffre. Ah, tu souffres? Oui. Mais je suis contente pour toi que ça se soit manifesté aussi rapidement, puis que j'espère que tu vas en avoir d'autres. Mais là, j'espère que je vais en avoir d'autres. Ah oui, c'est sûr. Quand on rentre là-dedans puis on manifeste ça, je suis sûre que ça va super bien aller. Mais, pardon. Si on parle
c'est ça, les deuils, parce que dans le fond, moi, je te connais comme une personnalité publique. Je t'ai écouté dans JE il y a plusieurs années. J'étais tout petite, puis je t'écoutais à la télé, tu sais. Oui, comme beaucoup de gens me disent, des jeunes, le vendredi soir, avec mes parents, c'était une religion JE. Ben oui. On s'installait devant la télé, puis on écoutait JE avec Jocelyne Cazin et Gaëtan Giroir. Ouais, fait que ça a marqué mon enfance quand même. Ouais. Ta présence à l'écran, c'était même réconfortant, je peux dire. Puis là, après ça, dans le fond, je viens tout juste d'apprendre que tu as eu plusieurs deuils, en fait, puis c'est pour ça qu'on a pris cette direction, mais la vie est parsemée de deuils, mais... Ben, plus on avance, en plus, et plus on en aura. Exactement. Ça, c'est sûr. Mais toi, t'en as eu des brutaux, là. Oui. Des brutaux, Oui. des deuils qui sont... Oui, ben le premier deuil brutal, ça a été celui de mon fils en 1900. Les gens, ils sont toujours surpris parce que ils se doutent pas que j'ai eu un enfant, mais j'ai été mariée et c'est parce que, disons que ma vie, surtout depuis que j'ai sorti mon livre Ma véritable identité, les gens, pensent que j'ai vécu avec une femme et alors c'est pas parce qu'on vit avec une femme qu'on n'a pas d'enfant. Hein, Ouais. Bon, mais bref, moi j'ai été mariée, Okay. je suis une hétérosexuelle qui a changé de parcours à un moment donné, mais enfin bref, on en reparlera peut-être. Oui, absolument. Oui, bisexuelle, oui. Alors, dis-tu encore ça, bisexuel? Apparemment. On peut le pas dire. queer, genre? Non, moi, je suis pas... pas queer. Non. Bisexuel. Je suis Jocelyne. Oui, Jocelyne Cazin. Je suis Jocelyne, puis c'est tout. Puis t'as... Exact. Alors, ce que j'allais dire, oui. Alors, mon premier deuil brutal, en 72, je suis enceinte et par contre, ma grossesse n'a duré que 7 mois. Et puis, dans ce temps-là aussi, je faisais pas mal de folie. Je buvais un coup. Et puis, j'étais vraiment hop la vie. Et puis, mon fils est né et Patrick, il s'appelle Patrick. Enfin, il s'appelait Patrick, bien sûr. Et au bout d'une semaine, il est décédé d'une pneumonie. Alors, ça a été le premier grand deuil de ma vie. Et T'avais quel âge? Moi, j'avais 21 ans. Oh mon Dieu, OK, t'étais un bébé, là. Oui, je me suis mariée à 19 ans. OK. Ouais. Tu viens de quelle région? J'ai grandi à Saint-Sauveur-des-Monts. OK. Mais je suis née en France. Okay. Mes parents étaient français et je suis née en Normandie, dans le Calvados. Okay. D'ailleurs, je dis c'est pour ça que je suis bien conservée. C'est une région de la France, puis c'est là où on produit le Calvados. Ouais. Et je suis arrivée ici, j'avais 18 mois. OK. Avec les 2 parents? Avec mes parents, et bien sûr. Ouais. Et puis, mes parents ont fait leur vie. Ma mère a eu le premier restaurant français à Saint-Sauveur-des-Monts en 1954. C'est quoi le restaurant? Ça s'appelait Au Petit Coin de France. OK. Ils ont eu le restaurant jusqu'en 76. OK. Et puis, donc, ils ont très bien fait leur vie. Là. Et c'était des travailleurs, comme beaucoup d'immigrants d'ailleurs. Ouais. C'était des gens qui travaillaient fort et qui... Puis c'était pas des maudits français comme on entend souvent les maudits français. Là. C'était vraiment des gens qui se sont intégrés et qui ont fait en sorte qu'à un moment donné, j'ai même haï les Français parce que les clients qui venaient au restaurant, les clients français, c'était vraiment des tannants. Là, les vrais maudits français, je les ai connus. Alors, tu sais, quand on parle de deuil, moi, j'ai fait le deuil de ma nationalité d'origine pendant plusieurs années. Parce que, justement, à cause des maudits français. Et j'ai demandé à mes parents d'être pensionnaires en 5e année. Et quand je suis arrivée au pensionnat, là, j'ai voulu changer mon accent français parce que, bien sûr, j'avais l'accent français. Et je disais que je venais de la Gaspésie. Pour vrai? Et c'est la première fois c'est drôle parce que c'est la première fois que j'associe de renier ma nationalité au deuil. Mais c'est vrai que c'est un deuil. C'est un deuil? Ben oui. Ben oui. Parce que là, j'ai carrément fait fi de mes origines françaises. Oui. Jusque dans la trentaine, là. Quand même. Oui. Comment te renouer? Comment te renouer avec tes origines à 30 ans? Dans la trentaine, c'est arrivé comme ça. Okay. À un moment donné, oui, j'ai accepté de dire que j'étais née en France. Ah, wow! C'est bizarre, hein? Vraiment? Ouais. Puis, donc, 21 ans, tes parents français, 21 ans, tu te maries? Non, je me suis mariée à 19 ans. 19 ans, pardon, oui. J'ai eu mon fils à 21 ans. À 21 ans? Ouais. Puis tu as été mariée combien de temps? Ah ben j'ai été mariée de 19 je me suis mariée jusqu'à 23, 24 ans. Okay. Mais j'ai été quand même 8 ans avec Robert. Mais comment est-ce que, tu
sais, faire le deuil d'un enfant, ça doit être la chose la plus... C'est pas normal qu'un enfant meure avant le parent. Bon, c'est sûr que moi, je l'ai pas eu longtemps, je l'ai pas éduqué, mais je pense à tous ces parents qui ont eu des enfants et qui les voient mourir avant eux. C'est horrible. C'est immonde. C'est horrible. Ouais. Ah, tu vois, un autre deuil auquel je pense, moi, j'ai eu des animaux, des chats, des chiens, et j'ai pleuré ma vie. J'ai pleuré ma vie quand j'ai perdu ces bêtes-là. C'est horrible de perdre un animal qu'on aime. Vraiment. Et mais enfin, on peut en parler, mais j'ai plein de deuils comme ça. Complètement, mais je veux savoir comment, à 21 ans, je sais pas comment t'étais équipée tu dis que tu faisais la fête et tout, mais comment on se relève d'un drame comme celui-là, de perdre un enfant? Tu sais, peut-être que tu l'as pas élevé et tout, mais quand même, tu l'as porté, cet enfant-là? Oui, 35 heures de contraction en 5 minutes. Je peux te dire que je m'en souviens comme si c'était hier. Là, j'ai tellement souffert. Comment qu'on se relève de ça? Écoute, on se relève... c'est sûr que l'alcool était beaucoup dans ma vie. Puis d'autre part, c'était quand même... entre guillemets, une libération parce que je n'étais pas bien avec l'homme avec qui j'étais, qui était parfois violent. Et d'ailleurs, il m'avait même menacé, il m'avait même dit, si tu te fais avorter, je te tue. Fait que, disons que les rapports étaient pas très joyeux. Alors, ça a été, je me suis pas fait avorter, bien sûr. Mais mes folies ont fait en sorte que je l'ai perdu. Puis, tu sais, ma vie aurait pas été la même, hein. Ça, c'est certain. Moi, je pense pas que je serais devenue la journaliste que je suis devenue parce que, quelque part, je suis devenue une workaholic à partir du moment où j'ai eu mon premier emploi à la radio parce que j'ai fait 10 ans de radio avant de faire de la télé. Et je suis devenue carrément une workaholic. Pour te sortir du deuil ou de cette séparation-là, ça a dû t'aider quand même de travailler autant pour pas sentir la douleur, ou t'as-tu l'impression que c'était un mécanisme ou? Honnêtement, là, ça remonte à trop loin. Il y avait pas vraiment de grande réflexion profonde de ce côté-là. Ouais. Moi, T'as travaillé. Eliane, moi, j'ai toujours été une femme de ici et maintenant. Ouais. Même plus jeune, tu sais, j'y vais par là. J'avance. Je recule pas, j'avance. OK. Puis as-tu l'impression quand même, même en se disant « je recule pas, j'avance », as-tu l'impression qu'à travers ce deuil ou les deuils, pas que t'as reculé, j'essaie de m'exprimer d'une façon où, tu sais, quand on tombe, par exemple, puis qu'on a de la misère à se relever. Mais je suis une tigresse, moi. T'as jamais eu l'impression de reculer, jamais? Non. Je suis une tigresse. Une battante. Je suis une battante. Moi, j'ai enfant parce que justement, j'en ai arraché à cause de la maudite française que j'étais. Ouais. Alors, à l'école, j'étais intimidée, là. On appelle ça du bullying. Ouais. Alors, moi, j'ai décidé d'être une battante au lieu d'être une victime. Ouais. Et ça a été comme ça toute ma vie. Toute ma vie, j'ai eu des coups d'arnache, j'ai des embûches, j'en ai eu plein, surtout au début, quand je voulais faire ma vie professionnelle comme journaliste, on n'en voulait pas des femmes au début des années 70. Non, t'étais dans les premières, dans les pionnières. Ouais. Puis comment t'as fait ta place? Comment t'es devenue Jocelyne Cazin? Comment? Non, mais... Ouais, j'ai du temps, j'ai 1 heure. Bon, comment t'es devenue? Comment je suis devenue Jocelyne? J'ai toujours été Jocelyne Cazin, mais... Je parle de la figure. Écoute, moi, j'avais une idée dans la tête, c'était d'être journaliste. D'ailleurs, j'étais à l'Académie nationale des annonceurs. Oui, Charlie, t'as raison. Il s'exprime. Alors, c'est ça, nous étions 30 à l'Académie nationale des annonceurs et j'étais la seule femme. Déjà là, tu sais, mais c'est pas là que j'en ai arraché. C'est pas là que j'ai su que j'allais entrer dans un monde d'hommes. Parce que après ça, je suis rentrée dans un monde d'hommes. Tu sais, quand le directeur de la salle des nouvelles où tu fais une audition te demande de parler comme un homme en ondes, mais moi, je lui ai répondu, je m'excuse, mais j'ai pas ce qu'il faut entre les deux jambes. Ben oui. C'était aussi simple que ça. Oui. Mais j'ai pas été acceptée, bien sûr. Alors, mais tu sais, je pense que c'est ça, je fonçais. Ouais, tu défonçais des portes. Je n'ai pas eu peur, puis ça, c'est le message, s'il y a des jeunes qui écoutent, je n'ai pas eu peur de frapper à plusieurs reprises à la même porte. J'adore.
Il faut pas avoir peur de frapper aux portes, puis il faut pas se décourager. C'est pas parce qu'on te refuse la première fois qu'on va te refuser la troisième ou la quatrième fois. Puis moi, je pense que quelque part, au début de ma carrière, là, évidemment, là, avant que je me fasse un nom, au début de ma carrière, je pense que si on m'a accepté, c'est parce que probablement qu'on me trouvait fatigante. Ouais. Tu sais, elle lâche pas le morceau, OK, on va l'essayer. Ouais. Je pense que c'est un peu comme ça que j'ai réussi à passer au travers des maillons de la chaîne. Tu dirais-tu que c'est de l'acharnement, que c'est un trait que t'as, de l'acharnement ou de la détermination? Ben, j'aime mieux le mot détermination. Ouais, l'acharnement, ça fait comme... ça fait un peu fatigante, désespérée. Non, j'ai été et je suis une femme déterminée. Tu sais, je regarde mon parcours, Éliane, puis je trouve que je suis forte. Tu l'es, oui. Même si à l'intérieur de moi, parfois, je suis toute petite, là, mais grosse comme ça, là. C'est drôle parce que je suis allée écouter Rose-Marie Charret, qui a été présidente de l'Ordre des psychologues du Québec, qu'on voit souvent à la radio, c'est-à-dire à la télé, puis qu'on entend souvent à la radio. Et je lui ai posé une question à la fin de sa conférence. Je lui ai demandé pourquoi parfois je suis si heureuse et d'autres fois je suis si malheureuse. Ouais. Mais ça fait partie... Ben oui, mais pas toi, Charlie. On dirait qu'il rêve. Ouais, oui. Peux-tu qu'il rêve? Charlie, qu'est-ce que tu fais, mon bébé? Excusez. Non, c'est correct. C'est moi qui s'excuse. J'ai comme des... Vas-y. Et... Tu as demandé pourquoi parfois je suis si heureuse et d'autres fois si malheureuse. Oui, et puis apparemment que c'est le propre de l'être humain. Hein, on est tous, ou à peu près tous comme ça. C'est hormonal. OK. Ça peut être hormonal. Oui. Ça dépend aussi de l'extérieur parfois, parce qu'on est trop influencé par l'extérieur. Puis tu sais, le bonheur, je sais pas si tu as lu Frédéric Lenoir, Le bonheur de Frédéric Lenoir, qui écrit que le bonheur part de l'intérieur vers l'extérieur. Absolument. Et moi, malheureusement, j'ai vécu pratiquement toute ma vie en fonction du regard des autres. Fait que ça te rend pas heureux tout le temps, là. Jamais, presque. Ben jamais. Oui, en fait, c'est jamais suffisant. C'est jamais suffisant. Ça revient tellement toujours à ça. Toutes les conversations que j'ai avec les... Ben, toujours. Beaucoup, souvent, on dirait que c'est comme le démon de beaucoup d'êtres humains, beaucoup d'artistes, mais c'est normal de vouloir être reconnu, de vouloir être validé. Oui. C'est des sentiments qui sont tout à fait normaux. Mais on dirait que nous, en tout cas... Les gens de communication. Ben, c'est normal. On tombe dans l'espèce de Ben, c'est sûr. On tombe dans la trappe que ça va nous rendre heureux. Mais ça nous rendra jamais heureux. Et moi, je dis, parce que plus jeune, je donnais des conférences aux plus jeunes ou à des gens qui voulaient devenir journalistes. Puis, quand j'entends des journalistes, surtout de la presse écrite, qui disent non, moi, j'écris pas ou je suis pas en ondes pour être reconnu. Excuse-moi, c'est de la foutaise. C'est de la foutaise parce qu'on veut tous et toutes être connus à un moment donné ou à un autre. C'est pas juste pour ça qu'on fait ce métier-là, c'est pas vrai. Mais ça nous alimente. Absolument. Ça nous nourrit. Oui. On a besoin de ça pour cultiver cette adrénaline. Exact. Tu comprends? Ben oui, je comprends vraiment. Alors, c'est pour ça que moi, évidemment, à l'âge que j'ai aujourd'hui, je veux pas être malheureuse dans ma vie, donc je ne veux plus vivre en fonction du regard des autres. Mais parfois, ce démon-là, il vient me hanter encore. D'ailleurs, il y a quelqu'un elle s'appelle Monique Debaillé, je sais pas si ça dit quelque chose, qui m'avait écrit quand j'étais allée à Ivry. C'est un centre de désintoxication. Ça appartenait pas à Pélado dans le temps. Okay, c'était dans les années 70. Oh mon Dieu, te rappelles-tu du nom, non? Ça s'appelait le Centre Ivry. OK. Absolument. Okay. Et Monique Debaillé m'avait écrit « J'ai un monstre en moi qui me tue, qui me ronge. Sortez-le de moi pour que je vienne au monde. » Oh, wow. Puis des fois, ce maudit monstre est encore là, même à l'âge que j'ai, mais moins souvent. Ouais. Puis tu sais, j'ai des ingrédients, j'ai des outils qui m'aident à me sortir de ce monstre-là. Absolument. Tantôt, quand tu parlais de la validation, je voulais t'écouter puis pas partir dans ma tête, mais ça me faisait penser. Tu sais, c'est normal, on écoute, on est comme, je veux dire ça. Mais je voulais dire, en fait, que
Ben là, je m'en rappelle plus. J'ai perdu c'est pas grave. C'est l'espèce d'aspect de tellement penser que en faisant des choses, on va avoir de la valeur, etc. C'était pas ça pantoute que j'avais dans la tête, mais moi, ce besoin-là de reconnaissance, qui est tout à fait normal, m'a amené à vouloir mourir à jeun en étant abstinente. Là. Moi, j'ai arrêté de boire, ça fait un petit peu plus de 24 heures, mais j'ai enlevé l'alcool, mais là, j'avais encore besoin d'une façon extrême de la validation puis du regard des autres, puis ça comblait jamais. Fait qu'il a fallu que je trouve des outils puis une façon d'être bien sans penser à ça. Mais c'est sûr que ça m'habite encore, mais ça va toujours t'habiter, Éliane, parce que c'est le propre de l'être humain. C'est ça. D'abord de vouloir être aimé. Oui. OK? Oui. On part de cette prémisse-là, on veut être aimé. Oui. OK? Puis moi, j'ai manqué d'amour plus jeune. Mes parents étaient trop occupés à travailler, si bien que je n'ai pas eu l'amour que j'aurais dû avoir. Enfin, je dis que j'aurais dû, ou en tout cas que j'aurais voulu avoir. L'amour auquel tu avais droit. Ben oui, les parents sont là pour aimer leurs enfants. Et les protéger. Hein, en principe. En principe. Bon. Ils m'ont protégé. Ouais. Mais c'était très technique. Tu comprends? Ouais, 100%. Pas de câlin, pas de réconfort. Et ma mère a connu la guerre. Elle a vu son père exploser devant elle par un éclat d'obus en 44. Bref, ma mère extérieurement était démunie de sentiments. J'ai jamais vu ma mère pleurer de ma vie. OK? Et mon père était plus sensible. Mais mon père, il se choquait après moi, puis après ça, il venait s'excuser. Bon, c'était déjà pas si pire. Ben ouais, un peu plus conscience quand même. Oui, exact. Mais vous savez que je m'en allais là-dedans. Donc, le vouloir être aimé, ben c'est le regard des autres. C'est intrinsèque. C'est ça, c'est intrinsèque. Puis c'est le regard des autres tout le temps. C'est ça, mais alors, on va-tu se sortir de ça à un moment donné? Moi, je te vois tourner la main. Effectivement, c'est comme un cercle vicieux. C'est comme un cercle vicieux. Puis, tu sais, être bien avec soi-même, moi, c'est ce que je recherche maintenant. La paix. Je veux la paix, glisse la paix, comme dirait Pierre Péladeau, le père. Non, mais je veux la paix intérieure, je veux la sérénité, je veux la plénitude. Oui. Je veux être bien avec moi en tout temps. Est-ce que j'y arriverai? Je le sais pas. Peut-être que ça sera jamais parfait, mais tant mieux que c'est... Il y a quand même du progrès dans mon affaire. Parce que tu sais, j'allais te dire autre chose. Moi, je crois que l'être humain, fondamentalement, ne change pas. Dans le fondamental, on ne change pas. On s'améliore ou on se détériore. Et moi, j'ai choisi la voie de l'amélioration. Je veux m'améliorer dans ma vie, même encore à 74 ans. Ouais, j'ai dit mon âge. C'est grave? Non. Mais de un, tu les fais pas parce que t'as vraiment une énergie contagieuse de jeunesse, de joie. Tu sais, on sent... Moi, c'est ça que j'ai aimé quand je t'ai rencontré, c'est ton cœur est comme jeune. Oui. Tu sais, ton cœur est jeune, puis on dirait que t'es curieuse, tu veux apprendre, tu veux connaître les gens. Tout le temps. T'es une journée... T'as le profil. C'est pour ça. Ben oui. Mais c'est pour ça que j'ai choisi ce métier-là, parce que justement, je suis curieuse. T'aimes les gens. J'aime les gens. J'aime m'informer et j'aime informer. Oui. Autrement dit, la transmission d'informations. Ça me plaît beaucoup. C'est ça. Puis t'excelles là-dedans. Tu parles de mon âge. Moi, quand je dis mon âge, j'ai l'impression d'être un imposteur. Parce que je me dis, il me semble que ça se peut pas, 74, là. Voyons. Je fais mes longueurs pratiquement tous les matins de la piscine. Pour vrai, wow. Oui, puis je joue au golf, je joue au tennis. Enfin, au tennis, je joue l'hiver au tennis parce que... Tennis, là? Genre du vrai tennis. Genre du vrai tennis. Non, j'ai commencé le pickleball, mais je suis pas encore en amour avec le pickleball. Non, j'avais essayé. Mais la paix... Tu sais, je pense, c'est-tu possible de te poser la question? Est-ce que c'est possible? Est-ce que je vais y arriver de toujours être en paix? Ben moi, je pense que non. Je pense que, tu dis fondamentalement, on change pas. Moi, je pense que fondamentalement, il faut apprendre à vivre avec le trouble. Il faut apprendre à vivre... Oui, parce qu'il y en aura toujours. Ben, rien n'est parfait. Rien n'est parfait. Même pas moi. Même pas moi non plus. Mais, non, mais pour vrai, tu sais, le trouble, le chaos,
moi, je suis la plus grande créatrice de chaos. Ah bon? Oui, je suis la meilleure. Qu'est-ce que tu veux dire? Dans le sens où moi, ma vie a été faite de... Chaotique. Très chaotique. Oui. Moi, c'est l'alcool, l'alcool au volant, la destruction, les relations toxiques, tu sais, toute l'espèce de quête de reconnaissance parce que j'étais pas capable de me donner le moindrement d'amour, en fait, qui m'a amenée à m'autodétruire dans la consommation. OK. Mais comme, tu sais, j'imagine que toi aussi, tu as utilisé l'alcool pour te calmer, le cerveau qui spinne tout le temps. Ben, écoute, Éliane, moi, c'est pas aussi conscient que ça. OK. Parce que moi, j'ai toujours prétendu que je buvais pour le goût. Excuse, je veux pas rire. Non, mais t'as le droit de rire. Oui, mais... Non, mais j'ai toujours prétendu ça. Parce que tu m'aurais pas fait boire de la piquette. OK. Toi, c'était une personne qui voulait les bons vins. Ah oui, absolument. Moi, je suis une buveuse de bon vin. J'ai fait des vignobles en Europe. OK. C'était une activité, c'était une passion. Pour moi, c'est une passion. Écoute, j'ai eu un cellier de 200 bouteilles, là. OK. Des vieilles bouteilles, des affaires. Puis des vieilles bouteilles que je conservais et tout, là. Non. Alors, oh, pardon. Correct. Pourtant, j'ai le tour d'habitude. Mais, c'est pas grave. Mais, alors, le problème avec moi, puis tu sais, j'ai jamais manqué une journée de travail. Ouais, c'est ça. Mais c'est-à-dire Chauffer. être en état d'ébriété et conduire, j'ai fait ça de nombreuses fois. J'ai même eu un accident à cause de l'alcool dans les années 70. Okay. Et non, j'ai pas été fière de moi. J'ai fait des gaffes à cause de l'alcool. Je m'excuse, mais j'ai couché avec des gens, des hommes. Que t'aurais pas couché avec. J'aurais jamais couché avec. Puis, tu vois, ça, je pense que c'est la première fois que je dis ça. Moi aussi, j'ai fait ça. Non, mais c'est pas joli tout ce que j'ai fait dans ma vie à cause de l'alcool. Mais, j'ai jamais manqué une journée de travail. Ouais. Puis, et j'ai jamais bu avant 5 heures. En tout cas, normalement, je buvais à partir de 5 heures. Une alcoolique structurée, finalement. Une alcoolique fonctionnelle. Fonctionnelle, oui. Structurée, tu sais, j'aime ça. Je disais fonctionnelle. Ben, c'est ça le terme, c'est alcoolique fonctionnel, ou en anglais, on dit high functioning, hautement fonctionnel, tu sais, comme des Moi, je performais, là, avec... Absolument. C'est ça. Absolument. C'est difficile de se rendre compte qu'on a un problème. Mais c'est ça. Quand on est autant fonctionnel... Mais qu'on n'a rien perdu, à part notre Eliane, il faut quand même savoir, si on recule la cassette, que moi, j'ai connu Alcoolique Anonyme dans les années 70. J'ai été 6 ans sobre. OK. Ben, t'étais, en abstinente de substances, t'étais abstinente d'alcool. Abstinente d'alcool. Oui, moi, j'ai jamais tripé drogue, là. OK. OK, ça a été pour moi l'alcool. OK. Donc, j'ai connu une femme dans les années 70. Je pense que c'est autour de 76, et qui, elle, était dans les Alcooliques Anonymes et qui m'a entraînée dans ce giron-là. Mais ça a été une relation extrêmement toxique. Ça a été une Pour vrai? Écoute, c'était une femme complètement perverse, menteuse, manipulatrice. Écoute, ça a été l'enfer. J'ai vécu l'enfer avec cette femme-là. Et c'est aussi... comme ta marraine, genre? Une marraine de AA, genre? Non, c'était la femme avec qui j'ai été, là. J'ai vécu avec elle. OK, excuse-moi, je pensais que tu l'avais... Mais tu l'as rencontrée là? Je l'ai rencontrée là, mais on a vécu ensemble. Puis c'était toxique. Oh. Combien de temps tu as été dans cette relation-là? Trop longtemps. Peut-être 4-5 ans, là, je sais pas. Et tu buvais pas dans ce temps-là? Ah non, je buvais pas du tout. Okay. Et j'ai recommencé à boire, si je me souviens bien, en 83. Je suis au Mexique avec ma mère et on est au bord de la piscine. Et puis, ils servaient des margaritas. Puis ma mère a pris une margarita. Puis ça avait l'air tellement beau, une margarita avec framboise écrasée. Puis j'ai dit, OK, tiens, je vais en prendre une. J'ai recommencé tranquillement. Là, tu sais. Je me suis pas toujours saoulée, moi, dans ma vie. Là. Oui, t'étais capable d'avoir des moments où ben voyons. tu contrôlais. Écoute, là, les années où j'ai fait JE, là, puis je buvais, mais je veux dire, je me saoulais pas le soir, la semaine. T'étais très fonctionnel. C'est ça. C'est ça. Puis JE, t'as fait ça pendant combien de temps? Alors, j'ai fait ça pendant 8 ans. OK. Donc, de 93 à 2001. OK. Et 6 ans avec Gaëtan. OK.
Puis c'est ça, c'est un autre deuil. Ah ben ça a été le deuil de ta vie. Ça a été le deuil de ma vie parce que d'abord, ça a été le deuil le plus médiatisé. Puis tu sais, on est en 2025 au moment où on se parle, puis on me parle encore de Gaëtan Giroir. Moi, je peux jamais oublier ce deuil-là. C'est aussi simple que ça. Écoute, je me souviens, ça faisait 12. Qu'est-ce que tu veux, Charlie? Il veut descendre. Il veut descendre? Ben, descends-le. Est-ce que ça vous... Non, ça ne me dérange pas. Tu dis que moi, je le prenne? Ah oui, donc. Et c'est mon bébé. Excusez-nous. Le chien a toujours raison. Oui. Et hop là. C'est correct. Ah, c'est toi qui vas le garder? Ben oui. Il veut-tu? Ben oui. OK. Il sait pas ce que c'est là. Je suis restée dans le shot, par exemple. Ben Okay. oui, c'est ça, reviens. Oui, je reviens. Alors, Mais oui, oui, ça a été le deuil le plus médiatisé, celui de Gaëtan Giroir. Tu sais, ça faisait 12 ans que Gaëtan était décédé, puis à un moment donné, je vois un monsieur, « Oh, Madame Cazin, et que vous avez dû avoir de la peine. » Hey, là, lâchez-moi patience. À un moment donné, là, tu sais, j'ai une vie, moi aussi. Ben oui. T'étais pas que l'acolyte de... Non, c'est ça. Là, on animait ensemble, puis Gaëtan était devenu un grand ami, ça c'est sûr. Mais tu sais, j'ai une vie aussi, là. Ben oui. Mais comment... Ça a été dur. Ouais. Ah, ça a été horrible. Puis t'as-tu sombré encore plus à ce moment-là, justement dans la consommation, ou t'as été... Ben, le jour de sa mort, d'ailleurs, l'épouse de Gaëtan me l'a reproché beaucoup, parce que je me suis saoulée de Montréal avec mes collègues de travail. TVA nous a offert une limousine pour aller jusqu'à Saint-Hyacinthe parce que j'allais chez les parents de Gaëtan. Ouais. Puis Nathalie était là aussi, l'épouse de Gaëtan, puis les filles de Gaëtan, qui étaient toutes petites à l'époque. Il avait quel âge? Oh, 4-5 ans, 6 ans, dans ces eaux-là. Et puis moi, j'avais invité mes collègues de travail à venir chez moi. J'avais un condo sur Drummond à Montréal. Et puis là, évidemment, j'ai commencé à boire. Ouais. Puis ça n'a pas arrêté. Fait que quand je suis arrivée chez les parents de Gaëtan, j'étais déjà pas mal faite. Oh my God. Et puis je pleurais, je hurlais. Et puis Nathalie a même écrit quelque chose dans son livre parce qu'elle a écrit un livre. OK. Et où c'était pas très gentil à mon égard. OK. Puis elle avait probablement raison. Ouais, mais c'est sûr que l'alcool, ça nous transforme. On n'est plus nous-mêmes. On n'est plus nous-mêmes. Mais comment... parce que c'est ça, c'est un deuil, c'est une chose. Un deuil, quand une personne s'enlève la vie... Moi, j'ai jamais vécu ça, là. Moi, je l'ai vécu 5 fois. OK. J'ai 5 suicides dans ma vie. 5 de gens proches? Ben, moi, j'ai quelques suicides, mais c'était pas des gens si proches. Mais bref, comment... C'est quoi qui se passe dans ta tête quand une personne comme ça le sentiment de culpabilité, l'impuissance? Je vais te parler de Gaëtan. Le premier sentiment, c'est la colère. J'ai été en colère après Gaëtan parce que Gaëtan avait tout pour lui. Tout. Il avait une femme extraordinaire, 2 petites filles magnifiques. Il était le chouchou des patrons de TVA. Je veux dire, c'est lui qui était adoré. Ouais. Le public adorait Gaëtan. Ouais. Bref, il avait tout pour lui, puis il avait 33 ans. T'sais, 33 ans? Oui, il avait 33 ans lorsqu'il s'est suicidé. Et donc, j'étais en colère parce que moi, j'animais avec lui, mais lui, il animait de Québec directement dans son studio à Québec, alors que moi, j'étais ce qu'on appelle en remote. Ouais. C'est-à-dire que j'étais à l'extérieur tout le temps. Et j'étais souvent dans des conditions absolument épouvantables, au froid, au trop chaud, trop de monde, enfin bref, le son, les micros, j'étais pas dans des conditions favorables pratiquement tout le temps. Donc, le premier sentiment que ça a été la colère. Après ça, ça a été évidemment l'impuissance. Je crois pas. Ça se peut pas. L'incrédulité. Oui, ça se dit. Je ne crois pas. Après ça, ça a été la tristesse et ça a été la culpabilité pendant longtemps parce que je l'avais convoqué 2 jours auparavant parce que je savais qu'il n'allait pas bien. Il allait pas bien, mal de vivre? Il allait pas bien. Ça faisait déjà plusieurs semaines. Et d'ailleurs, je l'écris dans mon livre, Ma véritable identité. J'écris tout le processus suicidaire de Gaëtan Giroir. Ça, vous apprenez tout ça. Et son suicide a commencé
pendant la campagne électorale de 1998 où Gaétan il voulait être partout, donc il voulait être au reportage, aux nouvelles, parce qu'on lui avait demandé de faire ce qu'on appelle du human interest, de l'intérêt humain, partout à travers le Québec, puis il voulait continuer d'animer J.E. en direct avec moi. Ouais. Alors que j'étais capable d'animer ça tout seul. Bref, il s'est brûlé. Ouais. Et les patrons n'ont pas été nécessairement contents de tous ces reportages. Ils lui ont dit... Et c'est là que son processus suicidaire a commencé, parce que Gaétan était toujours au top. Il leadait toujours la nouvelle, alors que là, des fois, il était dans le 3e bloc. Quelle honte pour lui. Tu comprends? En fonction du regard des autres. Gaétan, c'était un perfectionniste qui ne pouvait pas se permettre d'être imparfait. Ouais. Il était... Ouf, ouais. Je vois... c'est très lourd. J'imagine. C'est très lourd. J'imagine. Ouais. Pour en arriver à ça, pour dire à quel point ça peut être mortel, ce besoin de validation. Oui. Dans le fond, la maladie, elle est là. Son insécurité l'a tué. Oui. Son insécurité l'a tué. C'est... Ouais. Puis est-ce qu'il t'en parlait? Tu sais, comme... Ben, il me demandait si c'était... Gaétan, tout est correct. Est-ce que c'est correct? Est-ce que ma cravate est correcte? Est-ce que mes cheveux sont corrects? Est-ce que mon topo est correct? Il m'appelait après... Parce que des fois, il faisait les nouvelles à 10 heures le soir. Oui. Puis il m'appelait après pour être sûr que c'était correct. C'était-tu correct? Ben, c'était correct. Et, tu sais, puis même s'il était pas parfait, mais tu sais, quand on faisait nos présentations, on enregistrait nos présentations de l'émission J.E. le mercredi pour le vendredi. Puis on regardait avec le petit moniteur après. Ouais. Puis si la cravate était le moindrement croche, il fallait recommencer. Pour vrai? Ah oui. Même les cheveux, il n'acceptait pas l'imperfection. C'est fascinant parce que moi, je me pratique à être imparfaite. Genre, non, mais dans le sens où, tu sais, tantôt, je bafouillais, puis là, mon cerveau, tout ça fait « Ah, je bafouille. » C'est pas grave. Mais on s'en fout. C'est juste de la TV. C'est juste un podcast. C'est juste un podcast. Et je me suis écrit ça, moi, à un moment donné. J'animais Dans la mire à ce moment-là. OK. Ah, Dans la mire, je me rappelle aussi. Ça, c'est après J.E. Ouais. Et je m'étais mis ça sur mon babillard. C'est juste de la TV, Jocelyne. Arrête. Parce que moi aussi, j'ai été perfectionniste. Oui. Moi, mais là, j'ai compris que j'étais l'expression parfaite de l'imperfection. Comment? À cause? Ben, c'est parce que je peux pas être parfaite. Ah, ben oui. OK. Il faut que je l'accepte. Ouais. Tu comprends? Oui. Alors, je suis l'expression parfaite de l'imperfection. Absolument, mais ça habite tellement de gens, je crois. Puis je trouve ça le fun qu'on en parle parce que c'est comme... On vit tous un peu avec ça, puis comme juste de le dire qu'on est tous pognés de même. Ouais. Les humains, tu sais. Mais combien ne l'acceptent pas? Jusqu'aux portes de l'enfer. Gaétan ne l'acceptait pas. Ouais. Jusqu'aux portes de l'enfer. Jusqu'aux portes de l'enfer, c'est fou. Ouais. Tu sais, c'est vraiment ça. Moi, là, tu parlais d'alcool au volant. Moi aussi, tu sais, c'est les portes de l'enfer, de la destruction, Voilà. Je m'auto-sabote. C'est très contradictoire aussi en même temps. Vouloir autant d'amour, puis c'est ça. Le repousser de toutes les manières. C'est... Fait que là, toi, c'est ça. Il décède, tu le prends pas. Après ça, tu continues ta vie, mais t'es quand même prise avec la culpabilité, toutes les étapes que t'as nommées. Puis on est dans les années 80, combien? Ah ben là, on est en 99. 99. Ouais. Il s'est suicidé le 14 janvier 99. OK. Puis après ça, y a-tu d'autres deuils? Parce que là, on arrive à... Oui, ben le deuil de l'emploi, éventuellement. Oui, alors, ça, c'est en 2008 que j'ai laissé. Mais avant, oui, c'est ça, le deuil de l'emploi. Et ça, c'est quelque chose. Mais ce qui a été extraordinaire, c'est que écoute, ça faisait 2 semaines que j'avais quitté TVA, donc le 10 juin 2008. Puis 2 semaines plus tard, Monique Giroux de Radio-Canada m'appelait pour m'offrir de jouer un rôle dans Les Belles-Sœurs. Oh wow! Pour le 40e anniversaire des Belles-Sœurs. Alors, au théâtre Le Rideau Vert, elle demandait à des femmes qui n'étaient pas des comédiennes. Et j'ai joué le rôle de Rose Ouimette, que c'est le rôle qu'avait joué Denise Filiatro 40 ans plus tôt. Et Denise Filiatro qui m'a fait répéter, parce que c'était sous sa supervision, c'était elle qui était la metteur en scène. Écoute, ça a été une expérience extraordinaire. Et quand j'ai eu cette proposition-là, je me suis dit, Jocelyne,
c'est pas pour rien que tu as pris ta retraite de TVA parce qu'il va se passer plein de choses. Et depuis, il s'est passé plein de choses. Moi, je ne me sens pas has-been encore. Mais t'es pas has-been. Ben non. Mais non. Moi aussi, je pourrais être une has-been rendue là parce que j'ai joué dans des émissions jeunesse, mais t'as été full active, là. Oui, C'est ça qu'on j'ai disait pas au arrêté début. depuis 2008. T'as écrit 4 livres, Oui. dont ta biographie, que t'as écrit toi-même. Oui, Ouais. tous mes livres, je les ai écrits moi-même, Ouais. mais il y avait, si tu veux, sous la supervision, ma biographie, ça, je l'ai écrit seule. Mais Funeste récolte et Pire que l'éternité, qui ont été mes 2 premiers romans. Ouais. En fait, Funeste c'est le récolte, c'est mon dernier. Puis Pire que l'éternité, le premier. J'aime Bertrand. Oui, merci. Bertrand Laverdure, qui est un poète, un écrivain, qui lui si tu veux, il m'a supervisé. Ouais. Il m'a aidé à structurer mes chapitres. En tout cas, il m'a aidé parce que j'avais jamais écrit de roman. Alors, il m'a beaucoup aidé. D'ailleurs, je le reconnais dans mon livre, là. Ah, super. Puis Oui. donc, puis là, aujourd'hui, on est rendu en 2025. Fait que là, t'as écrit un dernier roman, Funeste récolte. Mais t'as-tu d'autres projets que tu veux... D'écriture? Ouais, Pour le moment, non. Non, OK. Je verrai. Je dis pas non pour toujours. Mais tu fais beaucoup de tribunes, t'es beaucoup Oui, quand même... oui, absolument. Ben, j'espère jouer la comédie Oui. plus souvent. Et puis, sinon, ben, je pars en voyage. Je m'en vais en Turquie OK. une semaine. Et après ça, de Istanbul, je m'en vais en Égypte en novembre parce que ça fait partie des pays à visiter. Mhm. C'est quand même un des berceaux du monde. Absolument. Alors, puis moi, je suis une voyageuse. J'aime beaucoup voyager. Est-ce que t'amènes le chien? Non. Malheureusement, Charlie, il vient pas en voyage. OK. Fait que Mais tu le fais garder. J'ai des très bons amis. Puis, pour finir avec le deuil, pour en finir avec le deuil, Ouais. Le prochain livre de Jocelyne Cazin. ça pourrait être, je sais pas s'il y a un titre là-dessus, mais ça pourrait être un bon C'est titre. un bon titre. Ah, ou un podcast que tu pourrais partir. Ça pourrait ça, oui, un podcast. Non, je te donne des idées de projets. Ah, ben oui, ça pourrait être un podcast, je dis pas non. Ben ouais. Il faudrait que tu m'expliques Ben comment oui, absolument. on s'y prend. Ah, ce serait hot que tu aies ton podcast. Ben le oui. deuil de l'amitié. Ça, moi, j'ai perdu une amie. Entre autres, j'en ai perdu quelques-uns des amis. Mais cette amie-là, pour moi, c'est aussi pire qu'une peine d'amour. Je peux comprendre. Aussi pire qu'une peine d'amour. Puis j'ai pas compris. Elle a juste disparu, elle t'a ghosté, elle t'a... Non, elle m'a expliqué elle m'a expliqué pourquoi. OK, au moins. Sauf que la raison qu'elle m'a donnée, elle m'a dit que j'étais trop intense. Mais je dis, parce que ça fait 20 ans qu'on est amis. J'ai toujours été intense. Ouais. Mais là, ça l'énervait. OK. Mais Alors, et c'est ça. Ça a été la fin de l'amitié. ça faisait 20 ans que vous étiez copines? Oui. Amies? Meilleures amies, genre? Oui. Des bonnes amies. Ouais, c'est... Des bonnes amies, oui. Et T'as pas compris. j'ai pas compris. Puis, dans le fond, on peut pas forcer ça, évidemment. non. T'as pas le choix d'accepter. Absolument. C'est comme... Alors, l'amitié, comme dans tout, c'est éphémère. Ouais. Tu sais, et ça aussi, il faut accepter ça. Il a fallu mais moi, ça a été 2 ans. Ça me trottait dans la tête, là. J'imagine. J'acceptais pas ça. Je comprenais pas. Comment t'as fait pour accepter? Ben, accepter les choses qu'on ne peut Peut changer, changer, oui. Ça, c'est la belle prière de sérénité des AA. Ouais. Ben, c'est Marc Aurèle, là. Et, Marcus Aurelius, mais oui. Oui, mais non, ben, c'est parce qu'il a Oui, été ils reprise. l'apprennent, mais Qui a été c'est- reprise par Oui, les alcooliques anonymes. Ben, écoute. Mais tout le monde peut la faire. Oui, ben, absolument. Oui, elle appartient pas Oui, aux c'est ça, alcooliques c'est ça. anonymes. C'est Je ça que trouve. je voulais dire. D'ailleurs, je trouve que cette prière-là, si on veut appeler ça une prière, Oui. je trouve que tout est là-dedans. Tellement. Accepter les choses qu'on ne peut changer. Avoir le courage de changer les choses que l'on peut et avoir la sagesse d'en connaître la différence. Et comme je dis souvent, moi, c'est dans la différence que je me mêle parfois. Ouais. Et la différence, oui, je peux comprendre parce Ben que oui. c'est avoir la sagesse d'en connaître la différence entre les deux, Oui. c'est Mais c'est encore une fois, Accepter les ça choses. part de l'intérieur. absolument Accepter les choses qu'on ne peut changer, ça vient de l'extérieur. Ouais. Ça vient que de l'extérieur. Changer les choses. le courage de changer les choses que l'on peut, ça ne vient que de l'intérieur. Absolument. Moi, je ne peux pas changer Eliane. Non, Tu jamais. comprends? Je peux pas changer qui que ce soit devant moi. Moi, je peux avoir le courage de changer ce que moi je suis, qui m'énerve de moi-même, ou Des pensées, des pensées. le Mais perfectionnisme. c'est pour ça que je dis, il y a quelque chose qui vient de l'extérieur, puis il y a quelque chose qui vient de l'intérieur. Absolument. Puis
c'est fascinant quand on commence à juste focaliser sur l'intérieur, Oui, comment l'extérieur change. ben c'est sûr. Tu sais, quand tu pointes du doigt la personne qui te gosse ou puis que finalement, c'est comme, ouais, mais toi, qu'est-ce que tu peux changer? Tu peux te retirer de la relation, tu peux prendre une pause, tu peux faire ce que tu veux pour que toi, tu te sentes bien, tu sais, mais c'est parce qu'on veut que les autres nous valident. Et Encore une fois. Ah, ça revient toujours à ça. Ouais. Vouloir que les autres nous valident, les attentes démesurées face à la vie. Ouais. On s'entend-tu qu'on a des attentes démesurées face à la vie? Parfois, Ben moi, en tout cas, j'en ai. oui. Mais tu sais, je me vois aller, fait que je me ramène, je suis comme, bon, ben là, peut-être que je devrais me concentrer sur ce que je peux changer. Ben voilà, puis tu sais, d'être heureuse avec ce qu'on a, puis Gratitude. mais pas de me contenter de peu, c'est pas ça que ça veut dire. Tu comprends? Je sais pas si tu vois ce que je Absolument. veux dire. Tu te contentes pas, t'apprécies tout ce que t'as dans Voilà, ta vie. je suis un être privilégié. T'es riche Hein? de plein d'affaires. Oui, puis tu sais, si on se compare avec les gens dans la bande de Gaza actuellement, ou en Ukraine ou ailleurs, parce que tu sais, on parle de ces deux pays-là, mais il y a beaucoup d'autres pays qui sont en guerre ou en famine. Tu comprends? Ça ne devrait pas exister. Et ça ne devrait pas exister. Alors, évidemment, nous, au Québec, on est privilégiés, mais en même temps, je trouve que nous sommes dans une société en déclin. Oui. On en avait en parlé. décrépitude. Oui. Je ne suis pas fière de mon Québec actuellement. Moi non plus. Je trouve pas ça joli. Montréal, c'est déprimant. Le nombre de cônes qu'il y a, les routes qui sont chaotiques, les infrastructures qui sont à l'abandon. Honnêtement, je trouve qu'on fait dur. Ça fait dur. Parce qu'on mérite mieux que ça, mais en même temps, tu sais, on est en train de discuter parce qu'il y a la commission Galant, là, de ces jours-ci. Enfin, si vous êtes dans ces jours-ci. Ouais, là. je sais pas quand ça va sortir, mais peu Exact. importe, c'est pas grave, tu peux en parler. Mais, bon, qu'est-ce que j'allais dire? J'allais-tu dire une niaiserie, moi, là? C'est correct. Non, mais c'est parce que, écoute, je suis un peu choquée par ce qui se passe. Ouais, Non, je sais ce que j'allais dire. J'allais dire, nous n'avons plus les moyens de nos ambitions. On va-tu finir par comprendre ça? Tu sais, la gratuité partout, ça se peut plus. Ben non. On n'est plus qu'à... Écoute, on n'est que 8 millions, pas loin de 9 millions, sur une grande étendue de terre, excusez mon cœur. On n'a plus les moyens de nos ambitions. Non, ben non. Alors, non, je n'y crois pas. Non, puis il faut être réaliste puis voir qu'est-ce qu'on peut changer. On est rendu là, la prière de la sérénité là, à grandeur du peuple. Là. À la grandeur du Québec. Ouais, à la grandeur du Québec et du Canada et partout. Oui. Parce qu'elle sonne super bien en anglais, cette prière-là aussi. Ah oui? Mais oui. Je l'avais jamais entendu. God grant me the serenity to accept the things I cannot change, the courage to change the things I can, the wisdom to know the difference. Puis j'aime ça. Puis la prière longue, give me the patience for things that take time, appreciation for all that I have, tolerance for those who struggle, and give me the strength to get up and do it again one day at a time. Quelque chose de même. Ah, j'avais jamais entendu ça, c'est la version au complet. longue, mais je la dis pas en français, je l'avais appris en anglais, mais OK. c'est oui, la prière de la sérénité en français, en anglais, en espagnol, c'est magnifique, mais je suis d'accord avec toi, malheureusement, qu'on est rendu... il y a beaucoup de choses qui devraient s'améliorer, mais il faut arrêter de dire qu'il faut que ça change, puis il faut qu'on fasse des chacun, choses. Petit bout. Ben voilà, mais on est dans une société individualiste. Ouais, malheureusement. Mais moi, je pense que chacun d'entre nous... Tu sais, c'est bien beau de toujours mettre la faute sur le dos du gouvernement, puis du gouvernement. Ouais. Mais chacun, on est le gouvernement. On est responsable. Hey, on paye. Pardon, on paye des taxes, on paye des impôts, mais on n'a pas juste, tu sais, on n'a pas juste des privilèges, on a aussi des devoirs, on a aussi des responsabilités en tant qu'individu. Absolument. J'ai déjà donné une conférence là-dessus, la responsabilité individuelle versus la responsabilité collective. Puis ce que j'avais dit, entre autres, comme par exemple quand il y a eu la crise du verglas, mais tous ces gens qui ont fraudé les compagnies d'assurance en disant je me suis fait mon congélateur s'est dégelé puis j'avais 3 sacs de crevettes alors que c'était même pas vrai. Mais excuse-moi, ça s'est répercuté sur nos polices d'assurance, ça. À tout le monde. On a payé, tout le monde a payé le plein prix après. Absolument.
Pour le patio qui a... Chaque personne qui fourre, excusez-moi l'expression, le gouvernement ou n'importe quelle entreprise, ça finit par nous rebondir dans la face. T'as 100% raison. Puis, ces gens-là, souvent, c'est des... Ils sont juste dans leur Me, myself and I. Me, myself and I. Exactement. Le petit besoin personnel. Moi. Ouais. Puis moi, j'ai besoin d'un nouveau set de patio que j'ai perdu dans... T'sais, en tout cas. Oui, puis c'était pas vrai. Voilà. Puis c'est quelque chose. Puis c'est une gamique, là. C'est carrément une gamique. Ouais. Je te dis. C'est de la fraude. Exactement. Ouais. Puis c'est comme les entrepreneurs qui surchargent des frais épouvantables. On le voit là au niveau de l'informatique, au niveau de la construction. Mais ça vous rebondit dans la face, ça, messieurs. Parce que vous allez finir par payer plus cher vos affaires aussi. Ils vont payer plus cher leurs propres impôts. Ben oui. En tout cas. Allez, on dirait que le monde comprend pas ça. Non, c'est ça, mais c'est super intéressant. Est-ce que tu en donnes encore des conférences, justement? Ben oui, mais là, j'en donne moins, mais oui. Mais t'aimes ça, hein? Ah, j'adore ça. Ouais. Ben, moi, j'aime beaucoup le contact avec le public. Ouais, c'est toujours bien bon. Ah, c'est sûr. Comme les salons du livre. C'est vraiment chouette. Moi, je trouve ça énergivore, par exemple, les salons du livre. Ah oui. J'adore les gens, mais c'est vrai qu'on était fatigués après la fin de semaine. Surtout qu'il fallait prendre l'avion après. En plus. Je m'en retourne en Abitibi vendredi, d'ailleurs. Ah. Ouais, j'adore cette région. Et pourquoi tu y vas? Je m'en vais pour une conférence, justement. Tu vas donner une conférence? Ouais, plus en lien avec mon parcours puis tout, là. OK, c'est chouette. Ouais, vraiment. Mais on a presque fait notre heure, Jocelyne, déjà. Ah non, t'es pas sérieux. Je te jure. Mais sais-tu, quelque part, je suis un peu contente. Pourquoi? Parce que je suis carrément gelée. T'as froid? Je l'ai arrêté. Non, ça fonctionne. Je te garantis. Elle toussa et tomba malade. Pour vrai. Ça finit. Ça finit à une ça finit croche. Ça finit croche. Mais pour vrai, merci, Jocelyne. Qu'est-ce que je te souhaite, mettons, pour l'avenir? Écoute, le bien-être, être bien avec moi le plus longtemps possible. Puis évidemment, les projets, ben c'est sûr que souhaite-moi de jouer la comédie, d'avoir un beau rôle, ne serait-ce qu'un. Écoute, ça me fait pleurer tout ça, hein? Écoute bien. Mais non, je me souhaite d'être bien avec moi-même, sans attendre des autres. J'adore. C'est quand on n'attend rien des autres, la vie est tellement simple. Ouais. Ah, je te le souhaite vraiment, puis je te remercie d'être venu me partager tout ton parcours, ton expérience. C'est clair que ça va inspirer. Ben, j'espère. Ben, je t'ai même dit des choses aujourd'hui que j'avais jamais dit encore. Alors... Ben, fait que j'ai des scoops. Absolument. Mais je me sens privilégiée de pouvoir échanger comme ça avec toi. Puis à la maison, ça me fait toujours rire quand je dis ça, mais à la maison, on se retrouve pour un autre épisode de Puis après la semaine prochaine. Bye! Merci.